Bonjour à tous, je suis Audrey, bienvenue sur la chaîne des bonnes fréquences. Pour clôturer ce cycle concernant les prophéties, je vais évoquer avec vous des réflexions, des intuitions très personnelles et ça va être un épisode assez long. Je vais le faire en 3 parties, ça va être en 3 vidéos qui vont se suivre. Et je vais évoquer donc les prophéties sous le prisme des parasites de toutes sortes, qu'ils soient du corps, de l'esprit ou spirituels. Ça fait un moment maintenant que nous sommes nombreux à évoquer ce problème des parasitoses et je trouvais intéressant d'évoquer justement le problème des prophéties sous cet angle. Je vais, pour étayer mon propos, passer par diverses choses que je vais vous proposer. On va parler de la nature du mal, on va parler de réseau tellurique, cosmotellurique, on va parler de déparasitage, d'énergie de vie, et on va parler de tout un tas de choses pour que je puisse exprimer mon ressenti quant à la nature véritable de ce que nous sommes et de la supercherie que sont les prophéties, à mon sens. Bien évidemment, je vous en laisserai juge. Je vais aussi vous inviter à aller voir d'autres vidéos, d'autres chaînes qui font un merveilleux travail de recherche. En tout cas, ce que je vais vous partager comme intuition, mais très personnelle, j'espère que ça pourra vous apporter une source de réflexion et des pistes qui, peut-être jusqu'à présent, ont été inexplorées. Voici donc le sommaire des 3 vidéos, donc tout l'épisode 3 au complet, avec pour la première vidéo, la première partie qui va concerner la nature du mal. On va faire un récapitulatif des vidéos précédentes, puis on va donc voir par différents points la nature du mal. En deuxième partie, on va évoquer donc les parasites de toutes sortes, du corps, de l'esprit, les parasites spirituels, avec les liens vers les vidéos pour moi qui me semblent très intéressantes et les chaînes qui sont vraiment très intéressantes aussi avec un excellent travail de recherche. Les prophéties, une parasitose, donc là, c'est effectivement ce qu'on avait déjà évoqué, que ce ne sont pas des prédictions, mais des planifications, avec possiblement les effets d'une contre-initiation parasite. En troisième partie et dernière partie, donc, l'énergie de vie. Là, je vais vous proposer des cartographies sur les lignes telluriques, avec l'évocation des 7 tours et des 7 sanctuaires, nous verrons ça. L'utilisation aussi ésotérique des fréquences et leur interférence parasite avec nous. Et le cœur, en fait, de la raison pour laquelle je fais ce cycle des prophéties, c'est pour évoquer notre nature réelle et ce que nous faisons ici. Pour finir, je vous propose des pistes de déparasitage, de dépollution et de l'habitat ainsi que de l'habitant. Puis, pour terminer, pour conclure, évidemment, ma pratique de sonothérapeute. Voilà, donc ce que je pourrais prochainement vous proposer en Finistère Sud. Mais commençons avec la première partie, la nature du mal. Commençons donc ce 3e épisode avec sa première partie, la nature du mal. Alors là, évidemment, je vais évoquer des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre. Ce sont des intuitions personnelles, mais à mon sens, ce n'est pas dénué de bon sens. Je vous en laisserai juge là une fois encore. Donc nous allons commencer avec un récapitulatif des vidéos précédentes et puis divers points justement sur la nature de ce mal qui nous oppresse. Commençons par un récapitulatif des vidéos précédentes et notamment sur le fait que les prophéties proviennent d'entités dont on pourrait se poser la question
sur qui elles sont et quelle est leur nature. Nous avons vu précédemment, c'est que les prophéties évoquent des projets politiques et non des projets divins. C'est là déjà pour moi un premier indice de tromperie. En effet, quand on parle d'une invasion des Russes en France, on parle d'une guerre, on parle d'un plan d'invasion politique qui peut être évité si on mettait tout en œuvre pour ça. On n'a pas affaire à une volonté divine implacable et fatale sur laquelle nous n'aurions pas de pouvoir, nous, humains. Et puis il y a un deuxième indice, et non des moindres, sont les oublis concernant ce monde, c'est-à-dire que des informations capitales ne sont pas partagées dans ces prophéties. Les gens qui canalisent, et donc qui ont des informations par a priori l'entité christique ou la Sainte Vierge ou des anges, bref, des entités qui ne sont pas humaines. Et nous n'avons jamais d'informations concernant les réseaux pédocriminels pour sauver un maximum d'enfants. Nous n'avons absolument pas la moindre information concernant les véritables maîtres de ce monde. Il n'y a jamais, jamais dans ces canalisations et dans ces dites prophéties d'informations concernant le fameux roi du monde, de l'Agartha, du phénomène des rituels sataniques. Et ça, malheureusement, on le sait aujourd'hui par des survivantes qui nous racontent un petit peu l'existence de ces faits. Et on ne pourrait jamais remettre ces témoignages en question. Ils sont bien trop nombreux pour ça. Les canalisations proviennent d'entités menteuses. C'est ce qu'on peut en retirer comme conclusion. Et on pourra donc en deviner la nature. On avait vu aussi précédemment avec Théophile les canalisations de Rosemary Brown concernant la musique. Mais il y a aussi les effets miracles et les effets paranormaux, notamment sur Marthe Robin, Marie-Julie Jahenny, avec ces problématiques au niveau du corps, les inédits, mais pas seulement. Il y a eu des marques, des scarifications inexpliquées. D'ailleurs, pour parler de ces inédits, on pourrait peut-être évoquer l'hypothèse d'une parasitose. Pourquoi pas? Est-ce que les hantises, les apparitions et les autres manifestations des entités qui manifestent en fait l'existence réelle de ce monde invisible qui interfère avec nous, ne s'amusent pas finalement à nous inquiéter, à nous faire peur, à nous maintenir comme ça dans quelque chose de menaçant? Et finalement, ces entités qui manifestement ont un pouvoir d'interférer avec nous, eh bien, se présentent comme des entités dirigeantes de type bon berger, mauvais berger, avec les troupeaux, d'un côté les boucs, de l'autre les bonnes brebis. Implicitement, voilà, ça nous fait passer pour un bon troupeau de moutons en tout cas. Donc, c'est un petit peu particulier comme évocation. Mais plus avant, les planifications assumées avec tous les protocoles et directives de loge, et notamment celles qui sont relayées par Albert Pike dans son courrier à Giuseppe Mazzini, et les autres protocoles, quoi qu'on en pense et quoi qu'on en dise sur l'origine de ces protocoles, ça, peu importe en fait qui a écrit le protocole des sages de Sion ou le protocole de Toronto, on a affaire à une planification qui s'avère juste et qu'on peut effectivement mettre en relation avec ce que nous vivons actuellement. Mais là encore, ce sont des directives politiques. Finalement, il n'y a rien de divin dans tout ça. Et ces entités qui sont dirigeantes et dirigistes va entrer en collaboration avec une partie de l'humanité. Et c'est bien là où je pense qu'il va falloir se pencher sur la nature du mal.
Permettez-moi à présent d'évoquer avec vous ma vision très personnelle et très intuitive de la nature du mal. Commençons avec cette première évocation concernant l'ADN de cette élite. D'ailleurs, d'où vient-elle cette élite? On peut se poser la question depuis tellement de temps. Et d'ailleurs, depuis tellement de temps, ça remonte à très loin, on a ce problème de consanguinité qu'on a tous vu par les portraits qui sont peints. Il y a donc un ADN là qui est gravement détérioré. Et à mon avis, ils ont dû évoquer le fait qu'il était nécessaire pour leur survie de réinjecter du sang neuf, mais pas n'importe qui, pas n'importe comment. Et on voit ici sur ces portraits plus récents, hein, des photographies 19e, 20e siècle, que ces soi-disant femmes de famille royale sont en réalité des hommes. En fait, ça se voit sur leur visage que ce sont des hommes. Et on peut se demander s'il n'y avait pas, dans leur problématique de consanguinité, un problème génétique très grave, mais concernant les femmes. Et que c'est pour cette raison qu'eh bien, pour donner le change, ils sont fait passer certains des hommes pour des femmes. En tout cas, possiblement, ce n'est pas juste une déviance, une inversion religieuse de type adoration de Baphomet. C'est possiblement une problématique génétique grave qui atteint peut-être plus les femmes que les hommes. Pour leur survie, en fait, ils ont décidé de créer des branches bâtardes, disséminées dans la population, qui ne sont pas des têtes couronnées, qui ne font pas partie des branches propres à leur dynastie, mais des gens donc, qui vont aller servir leurs intérêts, une caste de serviteurs peut-être. Et d'ailleurs, j'ai mis sur la dernière petite représentation les visages des soi-disant chefs du nouvel ordre mondial. Ce ne sont pas des têtes couronnées et pourtant, eh bien, ils sont importants, ils sont considérés comme maîtres du monde. Mais en fait, il s'agit simplement, à mon sens, de la caste des serviteurs. Et donc, ils vont, pour réinjecter du sang neuf dans leur dynastie, mettre en place des institutions de sélection de sang de premier choix et d'ADN de premier choix. Et leurs tares vont être beaucoup moins physiques, beaucoup plus subtiles, et ils vont donc accentuer les déviances et les perversions dans le comportement de l'esprit, à mon avis, beaucoup plus sur les branches bâtardes que sur eux-mêmes. Donc l'un des deux critères de choix, de premier choix pour réinjecter du sang neuf, c'est bien évidemment l'intelligence. Et là, eh bien, se révèle l'Institut Tavistock, qui, à mon sens, est un attrape-cerveau pour sang neuf, rattaché aux universités d'Oxford en Angleterre et d'Harvard aux États-Unis. C'est la même branche, hein, Harvard-Oxford, ils se tiennent la main. Et ici, il y a un ouvrage écrit par John Coleman qui relate ce qu'est l'Institut Tavistock. Et on peut ici en lire ensemble, si vous le désirez, un résumé. Les mêmes tactiques ont été utilisées par les spécialistes des sciences sociales de Tavistock pour faire entrer les États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale, la Corée, le Vietnam, la Serbie et les deux guerres contre l'Irak. Tavistock a commencé en tant qu'organisation de création et de diffusion de propagande à Wellington House, à Londres, à l'approche de la Première Guerre mondiale, ce que Toynbee appelait ce trou noir de la désinformation. À une autre occasion, Toynbee a qualifié la Wellington House de fabrique de mensonges. Après des débuts quelque peu rudimentaires, la Wellington House est devenue le Tavistock Institute et a façonné le destin de l'Allemagne, de la Russie, de la Grande-Bretagne, des États-Unis d'une manière très controversée. Les peuples de ces nations ne savaient pas qu'ils subissaient un lavage de cerveau. L'origine du contrôle de l'esprit, donc on a affaire là au mind control,
du conditionnement directionnel intérieur et du lavage de cerveau de masse est expliqué dans un livre facile à comprendre et écrit avec une grande autorité. La chute des dynasties catholiques, la révolution bolchevique, la Première, la Seconde Guerre mondiale, qui ont vu la destruction d'anciennes alliances et frontières, les convulsions de la religion, le déclin de la morale, la destruction de la vie familiale, la faillite des processus économiques et politiques, la décadence de la musique et l'art peuvent toutes être attribuées à l'endoctrinement de masse, le lavage de cerveau de masse, pratiqué par les scientifiques des sciences sociales de l'Institut Tavistock. Parmi les membres de la faculté de Tavistock figurait Édouard Bernays, qu'on ne présente plus, le neveu de Sigmund Freud. On dit que Herr Goebbels, ministre de la propagande du Troisième Reich allemand, utilisait les méthodes conçues par Bernays, bien sûr, ainsi que celles de Willy Münzenberg, dont la carrière extraordinaire est évoquée dans cet ouvrage sur le passé, le présent et l'avenir. Sans Tavistock, il n'y aurait pas eu de Première et de Deuxième Guerre mondiale, ni la révolution bolchevique, ni les guerres de Corée, du Vietnam, de Serbie et d'Irak. Sans Tavistock, les États-Unis ne seraient pas en train de se précipiter sur la voie de la dissolution et de l'effondrement. J'attire tout de même votre attention sur ce résumé qui relate vraiment la problématique de ce genre de contrôle, hein, d'ingénierie sociale. Et en fait, le mal agit aussi de cette façon, c'est-à-dire que quand il met quelque chose en place, ce n'est jamais pour un point déterminé. Et il a cette faculté de mettre en place des choses à multiples bandes. Vous voyez un peu les jeux de billard, c'est-à-dire qu'ils vont faire du ricochet. Et ils sont vraiment doués pour ça. Que faut-il tout de même de perversion au niveau de l'esprit pour créer un institut et façonner autant de destruction, autant de déstructuration des populations? Et pourtant, l'Institut Tavistock récupère en son sein les plus grands cerveaux qui font surface à Oxford et à Harvard. Ils sont vraiment très accueillants avec ces grandes intelligences. Ils se servent donc des gens les plus intelligents pour détruire le monde de valeurs morales qui tient debout. J'ai envie de parler d'intégrité humaine. Toute cette volonté de détruire ce qu'il y a de dignité et d'honneur chez l'humain. Voilà, c'est vraiment quelque chose. On retrouve cette perversion de vouloir détruire le beau et de détruire le pur. Et pour autant, d'encenser cette intelligence-là. Et donc l'Institut Tavistock récupère ces grandes intelligences, ces grands cerveaux. En tout cas, ils sont réputés comme étant des grands cerveaux. Mais continuons. Le second critère de choix, c'est bien évidemment la beauté, mais plus spécifiquement la beauté féminine par la création d'organismes de mannequinat qui va aller attraper les plus belles filles des populations du monde. Alors, mis à part les récentes découvertes via le phénomène trans parmi les mannequins, j'ai voulu mettre ici les photographies de très jeunes filles. On voit que ce sont des jeunes filles pour vraiment dénoncer ce que Karen Mulder dénonçait, c'est-à-dire que les mannequins, en fait, sont un vivier de choix pour la prostitution réservée aux élites. Mais j'ai envie de dire pas seulement, et c'est aussi pour ça, à mon sens, que l'affaire Epstein est beaucoup plus complexe et que la divulgation ne s'est pas faite. J'attire votre attention aussi sur la photographie de ces très jolies jeunes filles avec un t-shirt marqué Élite dessus. C'est comme si elles étaient estampillées. C'est comme une forme de marquage. Avec tout le respect que je dois à ces très jolies jeunes filles, c'est le mannequinat et toutes ces structures en fait qui sont à dénoncer.
Alors, bien évidemment, je ne remets pas en question le phénomène trans et cette volonté de mettre quelque chose d'androgyne hein, dans nos paradigmes. Mais ici, on voit bien que ce sont des jeunes filles. D'ailleurs, j'ai mis donc la photographie de cette gagnante des Côtes d'Armor. Et donc ici, la photographie où l'on voit avec leur t-shirt élite hein, que ce sont des jeunes filles, à n'en pas douter. Et je souhaite d'ailleurs revoir avec vous cette évocation concernant les arbres généalogiques des élites. Et comment d'ailleurs ils peuvent créer ce que moi j'appelle les branches bâtardes. Je ne dis pas que c'est la réalité, je dis que c'est quelque chose qui me saute aux yeux. En fait, c'est une évocation très personnelle. On voit ici, sur la première petite représentation, que Obama et Hitler ont des liens de parenté, mais aussi avec Angela Merkel et avec d'autres personnalités qui sont connues hein, dans le monde. Ici, juste en dessous, nous avons la généalogie de Klaus Schwab, qui est un descendant de Rothschild. Mais on apprend aussi que des têtes connues, hein, qu'elles soient politiques, du showbiz, des têtes couronnées, sont liées par un degré plus ou moins éloigné de cousinage. Et on apprend que le roi Charles est cousin avec Hugh Grant, et que Camilla, donc la femme hein, du roi Charles, est cousine avec des têtes du showbiz américain, et notamment des superstars comme Céline Dion, Madonna, de Hugh Grant, hein, on avait vu, Kit Harington, alors il me semble que c'est très bizarrement présenté comme ça, mais c'est un personnage de Game of Thrones. Bon. Et celle qu'on appelle Queen Bee, donc Beyoncé, qu'on appelle reine, hein, c'est-à-dire que Beyoncé a une particularité et on va l'évoquer tout à l'heure. Il y a aussi entre présidents français hein, des liens de cousinage entre Hollande et Sarkozy. Je ne sais pas si vous le saviez, mais c'est effectivement le cas. Il y a donc beaucoup de liens au niveau des arbres généalogiques entre des gens qui nous paraissent n'avoir aucun lien entre eux. Et pourtant, il y a d'autres arbres généalogiques bien plus complets. Je pense qu'il y en a un qui avait été évoqué par l'historien Pierre Hillard, un passage concernant justement les liens généalogiques entre les différentes têtes d'élite. Alors quel que soit le domaine, c'était très intéressant. Je n'ai pas retrouvé ce passage, mais si vous avez déjà écouté Pierre Hillard, je pense que vous êtes tombé sur cette information. Il a présenté la chose de manière très complète, comme à son habitude d'ailleurs. Ce qu'on peut distinguer ici, en tout cas, c'est que ces personnes se gardent bien les places qui sont à la tête, hein, que ce soit au niveau de la pop culture, au niveau politique, et bien évidemment dans ce que j'appellerais cette caste de contrôleurs et de serviteurs des intérêts de ceux dont on ne connaît pas le nom. Alors évidemment, je vais forcément vous surprendre avec cette présentation, cette évocation, mais je rebondis sur ce que disait Pierre Hillard. On ne peut pas comprendre ce monde si l'on ne comprend pas sa dimension ésotérique, occulte, messianique. Et c'est bien là où je veux aussi en venir avec le phénomène des prophéties et de ce parasitage du monde de ces entités qui interagissent avec nous. Et la plupart d'entre nous ne peuvent pas interagir avec eux, en tout cas pas de façon aussi directe. Cependant, je pense que la collaboration qu'il y a entre une certaine caste d'humains et ces entités qui ne sont pas humaines, eh bien, se font par ce qu'on pourrait appeler les divers rituels qui existent depuis la nuit des temps. Et il y a d'ailleurs toute une littérature à ce sujet. On parle d'Albert Pike, mais aussi ici dans la miniature qui est en bas, qui s'appelle Aleister Crowley. Il y a vraiment toute une
une littérature et tout un savoir-faire hein, sur ces rituels et ces manières de communiquer avec ces entités. Alors ici, j'ai l'intuition, et je voudrais la partager avec vous, de l'existence réelle. Est-ce que c'est fabriqué sur la mythologie romaine des trois suivantes de Levana? Ou est-ce que ces mythologies, donc l'existence de ces trois Notre-Dame des Tristesses, relate un fait bien réel depuis la nuit des temps? En tout cas, c'est la survivante Arizona Wilder, hein, donc c'est un pseudonyme, hein, mais qui avait été interviewée par David Icke et qui nous relatait l'existence de trois mères, en tout cas trois dames, trois sœurs, pas forcément sœurs de sang, mais il y a celle qui est la plus âgée et qui, en fait, la plus âgée des trois sœurs, s'appelle Mater Lacrimarum, hein, la mère des larmes. Il y a donc chez cette sœur aînée une grande puissance, hein, puisqu'elle porte toutes les clés qui ouvrent tous les palais, toutes les chaumières du monde. En tout cas, il y a quelque chose là d'assez percutant avec cette dame hein, qui se teinte les doigts en noir puisqu'elle touche à la magie noire et ici on la voit avec un fichu pharaonique sur la tête, au même titre que je pense quelqu'un qu'elle doit beaucoup affectionner, hein, qui est Aleister Crowley. Nous avons sur la deuxième sœur, qui est la Mater Suspiriorum, Marina Abramović, qui fait du spirit cooking, c'est une pseudo-artiste. Et c'est quelqu'un qui, donc Notre-Dame des Soupirs, ne crie pas. Elle est assez humble, elle est douce, elle ne revendique rien. C'est la mère des désespérés, hein, donc des terres désolées d'après-guerre. Et en fait, on la retrouve en Ukraine, cette dame-là. Elle a été investie de la tâche par Zelensky d'être, en tout cas dans le gouvernement ukrainien, celle qui devait s'occuper des enfants. Et d'ailleurs, il y a une photographie où Marina Abramović connaît très bien Michel Lamy. Elles se connaissent et je pense doivent faire des rituels ensemble. Et puis il y a la plus jeune sœur, et c'est la plus dangereuse, hein, Mater Tenebrarum, la lumière sauvage qui s'échappe de ses yeux, lumière de désespoir, toujours flamboyante. Donc celle-là défie Dieu. Donc elle est aussi la mère des démences et la conseillère des suicides, pour vous dire. La Madone. Alors la Madone, c'est la sœur la plus âgée, hein, qu'on appelle la Madone. Marche d'un pas irrégulier, rapide ou lent, mais toujours avec une grâce tragique. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai pensé à Michel Lamy beaucoup plus qu'à Madonna. Je pense Madonna a un rôle évidemment à jouer, mais à mon sens, elle n'est pas l'une des trois suivantes de Levana. La seconde sœur, à Notre-Dame des Soupirs, se glisse timidement avec précaution. Donc elle est plutôt dans la retenue. Mais la plus jeune sœur se meut avec des mouvements impossibles à prévoir. Elle bondit, elle a des sauts du tigre. Et quand on voit Beyoncé danser sur scène, à mon sens, ça reflète bien cette description. Surtout que, en fait, la photographie que j'ai choisie, elle représente Sasha Fierce, hein, c'est son soi-disant alter, et je pense que c'est réellement elle là que l'on voit, et on voit bien qu'elle est, elle est ténébreuse, enfin, cette entité. Je souhaitais mettre ça en évidence parce que effectivement il y a tellement de témoignages de rituels, d'enfants qui disparaissent, d'adolescents qui disparaissent.
mais tellement. Je crois que le chiffre approche 8 millions d'individus dans le monde par an. C'est tellement, tellement énorme et nous avons aujourd'hui beaucoup de témoignages de choses et même des gens qui ont fait des visites, les investigations comment ça s'appelle les explorations urbaines de ruines ou de châteaux ou de maisons abandonnées. Et effectivement, l'un des châteaux qui avait été visité, on voyait qu'il y avait beaucoup de symboles et des ossements humains avec des choses relatives aux plaquettes de sang. Enfin, c'était, on sentait qu'il y avait un mélange d'études médicales, de génétique, de sacrifices, de rituels très très malsains. En tout cas, ça paraissait vraiment très sombre. Et les explorateurs ont d'ailleurs appelé la gendarmerie. Je ne sais plus sur quelle chaîne c'était, mais c'est vraiment, si vous pouvez retrouver ça, c'était vraiment assez choquant à constater, évidemment que, bah oui, c'est une réalité. En tout cas, cette évocation sur les trois mères, les trois Notre-Dame des Tristesses, de la mythologie de Levana, avec le témoignage d'Arizona Wider, interviewé par David Icke, ça me semble voilà, quelque chose de possible, de probable en tout cas. Mais revenons un petit peu sur le réseau Epstein qu'on avait vu tout à l'heure lorsqu'on parlait de l'agence Élite et du choix de beauté pour justement nourrir un vivier de beauté physique pour l'élite. Eh bien, à mon sens, s'il y a eu une non-divulgation de la liste, c'est parce qu'il y avait une progéniture issue de ces pratiques. Et que ce n'est pas pour rien que dans l'affaire Epstein, Jean-Louis Brunel était justement un rabatteur via donc ce vivier de l'agence Élite vers les réseaux Epstein. J'ai donc trouvé cet article de New York Times qui s'intitule comme suit, donc Epstein aurait espéré développer une super race d'humains avec son ADN. N'oublions pas que la compagne d'Epstein était Ghislaine Maxwell, la fille d'un agent du Mossad. C'est quand même pas rien. On touche là à des institutions, des organismes gouvernementaux, dont on sait que si le Mossad était au courant, eh bien la CIA l'était aussi, et que si la CIA est au courant, il y a certainement des individus au sein des gouvernements qui étaient au courant. Bref, je pense qu'il y a, via donc ce que relate cet article, un scandale bien plus important que les réseaux pédocriminels. Eh bien, il s'agit justement de cet eugénisme d'élite. Je vous invite à lire l'article, je pense que vous le trouverez, mais je vais le lire ici parce que je l'ai en entier. Là, c'est le début, donc un délinquant sexuel enregistré espérait ensemencer la race humaine avec son ADN en imprégnant 20 femmes à la fois. Jeffrey Epstein, le riche financier accusé de trafic sexuel, prévoyait de développer une super race humaine améliorée en utilisant le génie génétique et l'intelligence artificielle selon le New York Times. Et là, on peut se dire que c'est peut-être pour ça qu'il a été donné en pâture et qu'il a été tué. Si Jeffrey Epstein est tombé, ce n'est pas parce que, en fait, il était un trafiquant sexuel et que c'était un violeur d'enfants. Il est tombé parce qu'il voulait se garder des femmes pour lui, en fait. Et cet eugénisme, eh bien, il voulait en faire partie. Il voulait participer avec cette soi-disant super race humaine. Mais à mon avis, c'est pas son idée. C'est pas son idée à lui. C'est l'idée même de toute l'organisation. Lisons cet article. Au lendemain de sa condamnation pour trafic sexuel en 2008, Epstein espérait ensemencer la race humaine avec son ADN en imprégnant des femmes dans son ranch au Nouveau-Mexique.
l'une de ses propriétés où des jeunes femmes, y compris des mineurs, auraient été maltraitées, a rapporté donc le journal dans une enquête majeure. Donc là, je continue l'article parce que je l'ai imprimé, je l'ai sous les yeux. Bien qu'il y ait peu de preuves que le projet ait dépassé le stade de la fantaisie, d'éminents scientifiques, dont feu Stephen Hawking, pas des moindres, ont régulièrement assisté à des dîners, des déjeuners et des conférences organisées par Epstein, a déclaré le Times. Epstein a depuis longtemps donc accusé d'abus sexuels sur des mineurs. Il aurait également des liens avec Donald Trump, Bill Clinton, le prince Andrew, fréquenterait les cercles de l'élite à New York, en Floride et ailleurs. Il est actuellement en prison après avoir été arrêté le 6 juillet. Il a plaidé non coupable il y a plusieurs semaines. Donc j'attire votre attention sur le fait que c'est un article de l'époque. Je poursuis. Les projets d'Epstein concernant sa propre progéniture ont commencé à faire parler d'eux au début des années 2000, selon 3 sources contactées par le Times. On cite. Epstein a fait part aux scientifiques et aux hommes d'affaires de ses ambitions d'utiliser son ranch au Nouveau-Mexique comme base où les femmes seraient inséminées avec son sperme et donneraient naissance à ses bébés. L'objectif de M. Epstein était de faire féconder 20 femmes à la fois dans son ranch Zorro de 33 000 pieds carrés, dans une petite ville à l'extérieur de Santa Fe. Fin de citation, donc a déclaré le Times. Le domaine d'étude d'Epstein était qualifié de transhumanisme, mais il s'agissait d'une version modernisée de l'eugénisme. L'avocat Alan, je vais déformer son nom, Dershowitz, a défendu Epstein en 2008 et qui a été cité dans une action civile intentée par Virginia Giuffre, l'accusatrice d'Epstein. Donc, a-t-elle déclaré au Times, et qu'il était consterné par l'intérêt du financier pour la manipulation génétique, compte tenu du recours à l'eugénisme par les nazis dans les années 30. On cite, « Tout le monde se demandait si ces scientifiques étaient plus intéressés par ses opinions ou par son argent », fin de citation, a déclaré Dershowitz au Times. Selon l'article, le cercle d'Epstein comprenait l'ingénieur moléculaire George Church, Murray Gell-Mann, qui a proposé le quark, le biologiste évolutionniste Stephen Jay Gould, le neurologue et auteur Olivier Sacks et le physicien théoricien Frank Wilczek. À une occasion, Epstein a organisé un déjeuner au programme de dynamique évolutive de Harvard, un programme qu'il avait contribué à financer grâce à un don de 6,5 millions de dollars. Donc voilà la connexion avec Harvard et possiblement avec l'Institut Tavistock. Je poursuis. En 2011, il a fait don de 20 000 dollars à la Worldwide Transhumanist Association, un projet aujourd'hui baptisé Humanity Plus. Le psychologue cognitif de Harvard, Steven Pinker, a déclaré qu'il considérait Epstein comme un imposteur intellectuel. Le fameux toucher de Midas. Je poursuis. On cite. Il changeait brusquement de sujet, à la manière d'un TDAH, et balayait une observation d'un trait d'esprit adolescent. Fin de citation, a déclaré Pinker au journal. Le pionnier de la réalité virtuelle, Jaron Lanier, a déclaré que les idées d'Epstein n'étaient pas dignes d'une science susceptible d'être soumise à une analyse critique. Rien que ça. La communauté scientifique, comme Trump et une grande partie de la société new-yorkaise et de Palm Beach, oublierait plutôt son ascension avec Epstein. Pour écorcher le nom, Goertzel, vice-président de Humanity Plus, dont le salaire était autrefois payé par Epstein, a déclaré au Times « Je n'ai aucune envie de parler d'Epstein pour le moment. Ce que je lis à son sujet dans les journaux est assez dérangeant et va bien au-delà de ce que je pensais de ses méfaits et ses penchants. Waouh !»
Et cet article a été modifié le 9 août 2019 car Murray Gell-Mann a proposé l'existence des quarks plutôt que de les découvrir comme le disait une version antérieure. Donc bon, voilà, l'article est terminé. C'est donc, ça parle, hein, évidemment, c'est quelque chose qui va reconnecter, donc comme je le disais tout à l'heure, Harvard avec sans doute Tavistock, avec des élites scientifiques, avec l'élite en général. Mais de là à ce que toutes ces grandes intelligences ignoraient ce projet eugéniste, quand on voit qu'il y a quand même des gens comme des neurologues, des généticiens qui ont été invités régulièrement et connectés justement à ce réseau de connaissances d'Epstein, à mon avis, ils savaient très très bien tous de quoi ils retournaient et que, bah, écoutez, ils étaient faisant partie de cette caste des serviteurs au courant, ils étaient tenus de faire cela en fait. Donc, ce que je partage avec vous avec ce réseau Epstein et le fait que ben, il y ait cette non-divulgation va nourrir un petit peu ma perception hein, sur ce fait de réinjecter du sang neuf dans ces réseaux dynastiques. D'ailleurs, il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait que, eh bien, ils servent aussi de prostitution. Alors, avec Stanley Kubrick et son film Eyes Wide Shut, on voit qu'il y a aussi des rituels, hein, comme les Hieros Gamos, dont on peut parler aussi, et de magie sexuelle. Et là, il y a encore une fois toute une littérature, notamment d'Aleister Crowley. Et bah, effectivement, hein, le fait que violer des enfants, et notamment par l'arrière, ben, va aller complètement griller la Kundalini, exploser le troisième œil, et c'est comme s'il ponctionnait la conscience pure. Et là, on a vraiment affaire à quelque chose de particulièrement immonde pour l'âme. C'est la chaîne Prune hein, qui en parle très très bien de cela. Je vous le conseille, je vous le recommande chaudement. En tout cas, le mal, on peut l'appeler le père du mensonge. En tout cas, la vérité ne fait pas partie de sa religion. Moi, je parle de la danse des 7 voiles parce que le mal se cache toujours derrière des paravents, des pare-feux, et il avance toujours masqué de soi-disant bonnes intentions. Il est toujours séducteur à l'image des trous noirs. Et c'est aussi ce qu'on pourrait évoquer sur les pervers narcissiques. Hein. On a l'impression que ces gens sont solaires, qu'ils sont lumineux, extravagants. On rit beaucoup à leur contact. Voilà, ils sont séducteurs à souhait. Et en fait, à l'intérieur, ces gens sont complètement vides et ce vide les terrifie. Et en fait, la lumière que l'on perçoit d'eux, eh bien, c'est la lumière qu'ils vont aller ponctionner sur leurs victimes qui, elles, par contre, sont solaires et on ne perçoit plus leur lumière parce qu'ils la volent, leur lumière. Eh bien, le mal a cette particularité-là. Donc, c'est toujours cette danse, c'est toujours voilé, c'est toujours mensonger, en fait. Au sein de la société, le mal crée toujours un déséquilibre, un phénomène social qui attise l'intolérance, la dureté, la vindicte afin de venir en sauveur, proposant sa solution enrobée de bons sentiments qui, à terme, se révèle désastreuse et mortifère. J'ai quelques exemples, je l'avais déjà relaté lors d'une vidéo précédente avec Théophile sur les ondes et les protections contre le mal, notamment sur les filles mères à l'époque, ces jeunes filles qui en fait avaient des relations hors mariage hein, et qui n'avaient pas le projet de se marier ni les moyens financiers et qui se retrouvaient donc enceintes. Au lieu d'avoir une population accueillante et chrétienne dans le bon sens, c'est-à-dire tolérante, tendant la main, eh bien, il y a un accueil très froid et de vindicte
qui mettait au rebut ces jeunes filles. Et il s'est produit malheureusement pour que ces jeunes filles ne soient pas isolées complètement avec un enfant qu'elles n'avaient pas forcément désiré, eh bien, de véritables boucheries hein, par des avortements sauvages. Alors que les contraceptions naturelles existent et ces solutions complètement naturelles auraient pu justement être révélées à la population. Mais l'ignorance, encore une fois, est la meilleure arme du mal. Le sauveur hein, qui vient en proposant sa solution pour éviter un véritable carnage, eh bien c'est l'avortement médicalisé. Voilà. À terme, effectivement, bah, cela se révèle mortifère. Il y a aussi le droit à la dignité et le fait de mourir avec ce droit à la dignité et l'euthanasie. Là aussi, on a affaire à quelque chose qui est de l'ordre de l'ignorance parce qu'on pourrait vivre longtemps en très bonne santé avec les connaissances naturelles, avec les connaissances de nos organismes. Et tout ça nous est caché. À partir du moment où on a remplacé le vital par le rentable, ça pouvait pas bien se passer. Et là encore, le mal crée un déséquilibre et puis se présente en sauveur en proposant une solution mortifère qui est l'euthanasie. Les guerres instrumentalisées pour le vol eh bien, des ressources naturelles, surtout en Afrique, avec l'immigration massive comme solution mortifère, que ce soit pour ces pays africains et pour nous. Le droit à l'athéisme, hein, qui est la destruction de l'intégrité et la droiture de la morale, et dévasté hein, par le fait même des religions, avec quelque chose de fortement religieux, quoi qu'on en pense, qui est la franc-maçonnerie, qui est hyper ritualisée. Et puis la libération des contraintes morales, ainsi que la contre-initiation qui amène le New Age, mais pas seulement, qui amène des pratiques complètement débridées et dissolues complètement. Bref, tous ces exemples, finalement, il y en a d'autres, hein, nous présentent la nature du mal hein, pour ce qu'il a l'habitude de mettre en place. Le mal donc agit non pas pour un seul projet à la fois, mais effectivement a cette habitude d'opérer par multiples bandes, en fait, multiples coups, comme on peut le jouer au billard. Et il ne dit jamais son nom. Il est toujours dans les secrets, il est toujours en train de cacher ses intentions les plus sombres. Et le père du mensonge, on l'appelle aussi le grand accusateur, hein, le Satan, c'est celui qui accuse l'autre aussi. Et c'est là où, quand le mal crée un déséquilibre, il va accuser la société, mais qu'il a bien déstabilisée et bien conditionnée aussi pour créer ce phénomène social et qui crée l'intolérance. Il se déresponsabilise de toutes les sources de problèmes qu'il peut créer autour de lui. Comme ce qu'on peut voir concernant la perversion narcissique, complètement. C'est la fin de cette première partie. Je vous retrouve pour la suite, donc la seconde partie qui traitera des parasites.